Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui avec Jacques Sanson dans une nouvelle conférence web gratuite intitulée « Les germes de la nouvelle humanité ». Vous êtes sur la chaîne Soneva Organisation. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Jacques. Bonjour Estelle, comment vas-tu? Très bien, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Jacques est en direct depuis la ville de Québec. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, Jacques est conférencier, auteur, il a écrit notamment L'école en péril, que vous voyez ici, et puis un autre livre qui s'appelle Vers la nouvelle terre. Et c'est un enseignant et directeur d'école à la retraite, mais une retraite très active. Très actif car il donne des conférences à travers le monde, dans les pays francophones, pour parler d'éducation et éveiller les consciences aux nouveaux besoins. Donc, on va peut-être parler de ton expérience pour commencer, puisque depuis la fin des années 60, tu es devenu enseignant et puis tu as déjà mis en pratique à cette époque des méthodes pédagogiques qui étaient avant-gardistes par rapport au modèle scolaire établi. Donc, est-ce que tu souhaites nous parler de l'expérience que tu as proposée par rapport à la grande exposition, par exemple? Oui, certainement. Dans un premier temps, je veux saluer toutes ces personnes présentes que je ne vois pas. Vous avez la chance de me voir. Bienvenue et ça me fait un grand plaisir que vous soyez là. Je vous ressens présente et vous êtes intéressés à l'éducation, tant mieux. Parce que l'éducation, c'est la base d'une société, c'est la base aussi d'un changement de société. Je vais répondre à ta question dans quelques instants, Estelle, mais auparavant, je voudrais souligner que le thème « Les germes de la nouvelle humanité », c'est pas pour rien que c'est là, ce thème-là. C'est important. Je connais énormément de gens et si vous en faites partie, probablement que vous en faites partie, je devrais dire, qui sont dans un cheminement personnel, qui évoluent, qui veulent changer leur façon d'être, leur façon de penser, leur façon de voir et qui peut-être ne voient pas que c'est important de faire la même chose pour les enfants. Ils leur permettent de faire la même chose, leur permettent d'évoluer, mais eux, ils évoluent à un niveau différent parce que ils sont déjà prêts à faire ils vivent déjà, je devrais dire, l'évolution que nous sommes en train de rechercher, nous les adultes, parce qu'eux, ils sont venus au monde avec cette préparation qui est déjà là. C'est pour ça que ça ne va pas dans nos écoles, parce que ces enfants-là qui arrivent avec une vision différente du monde, bien, ils ne reconnaissent pas du tout le monde dans lequel ils croyaient s'incarner, si on veut, même si c'est inconscient actuellement. Alors, pour répondre à ta question sur ce que j'ai fait, écoute, moi, quand j'étais moi-même un enfant à l'école primaire, j'étais pas bon à l'école. Quand je dis ça aux gens, on me regarde avec des grands yeux, on dit, ben voyons, ça se peut pas, tu as enseigné, tu as été directeur d'école. Et bon, j'ai aussi été directeur général de commission scolaire, donc le grand patron d'une organisation. Et oui, et j'étais pas bon à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'école n'était pas faite pour moi, comme l'école d'aujourd'hui n'est pas faite pour les enfants et les enfants d'aujourd'hui. Et faut pas oublier que l'école fait de l'instruction et non pas de l'éducation. On a ici au Québec un ministère de l'Éducation, mais dans le fond, on devrait reprendre l'ancien nom, département de l'instruction publique. C'était ça qu'on faisait, de l'instruction. On donne des instructions, puis on demande aux jeunes de se souvenir de ces instructions-là. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'avais haï l'école, j'étais pas bon, et tout à coup, j'ai décidé de devenir enseignant, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Il me semble que normalement, tu vas dans une profession où tu as aimé le contexte, ou en tout cas, tu connais le contexte et tu t'y sens attiré. Moi, je m'y sentais attiré à la fois par obligation, parce que j'avais pas pu avoir la formation dans ce que je voulais avoir. Mais en même temps, j'étais attiré parce que j'avais pas été bon justement à l'école et je me disais, il faut absolument que je fasse aimer l'école, que je trouve une façon de faire aimer l'école.
Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé, j'ai pas pris des grands papiers, des grands crayons pour écrire longtemps. J'ai pensé, j'ai réfléchi pendant peut-être quelques jours avant que l'école commence, cette première année de mon expérience d'enseignement. Et j'ai trouvé tout de suite, j'appelle ça maintenant intuitivement, la façon de faire. Et j'ai proposé, bon, on était, moi je suis très jeune, comme vous allez pouvoir le constater. J'ai commencé à enseigner en 1966, 6-6. Bien, en 1967, il y avait l'exposition universelle à Montréal, qui est à 250 km de nous, ici à Québec. Et donc, l'exposition universelle, une exposition internationale où des centaines de pays venaient nous présenter qui ils sont, etc. Je trouvais là une opportunité extraordinaire de centrer l'enseignement de ma première année d'enseignement sur ce projet. Alors, j'ai proposé ça aux jeunes de ma classe, qui étaient des jeunes de 5e année du primaire, ça veut dire des jeunes de 9, 10, 11 ans. Et bien sûr que quand il y a un voyage en perspective à une exposition universelle, les jeunes n'ont pas dit non, ils ont dit oui. Mais là, il fallait les orienter et c'est ce que j'ai fait. Moi, ils ont accepté le projet et tout de suite, on a formé des équipes de travail et les jeunes travaillaient ensemble à proposer des sujets pour avancer le projet, pour développer. Le but, c'était, on va faire un voyage à Montréal au mois de juin prochain. On était en septembre, je vais vous faire remarquer, on avait 9 mois devant nous. On va faire un voyage à Montréal en juin. Comment on s'y prépare? Qu'est-ce qu'on veut voir là-bas? Qu'est-ce que c'est que l'Expo 67, l'Expo universelle, dont le thème était Terre des hommes? Et c'est là-dessus que toute l'année scolaire a été basée, tous les travaux de l'année ont été basés là-dessus. Juste pour donner que tu montrais tout à l'heure, L'école en péril, qui est mon dernier livre, qui est sorti à la fin de 2016, je parle de cette expérience, je donne de façon plus concrète ce que j'ai fait. Si quelqu'un est intéressé, parmi vous est enseignant, enseignante, et veut voir qu'est-ce que j'ai fait, là-dedans, vous avez suffisamment de détails pour le reproduire. Et ce que, donc, nous avons fait, un exemple, donc, je fais trop de parenthèses, je vais m'oublier, ce que il nous fallait écrire dans le temps, il n'y avait pas d'Internet. Hein, je vous resitue 1966. Il n'y avait pas d'Internet. Le iPhone, l'iPad et compagnie, ça n'existait pas. L'ordinateur personnel n'existait pas. Donc, il n'y avait pas d'Internet, pas de communication. Donc, il fallait écrire. Alors, nous avons préparé une lettre en français et en anglais, qui est la langue seconde qu'on apprend ici au Québec. Et on a préparé une lettre pour écrire à toutes les ambassades et tous les consulats des différents pays qui participaient pour avoir de l'information sur leur pays. Et on avait aussi écrit une lettre à l'organisation de l'Expo 67 pour leur demander de nous fournir toute l'information qu'ils pouvaient faire, qu'ils pouvaient nous envoyer. Alors, on a reçu, c'est incroyable, le nombre d'informations, la quantité d'informations qu'on a reçues. À chaque jour, on recevait un paquet par la poste. C'était presque le Père Noël qui passait à tous les jours. Une ambassade, un consulat nous répond et il y avait des documents, hein, vous voyez là, c'était des documents épais, énormes, avec des bouquins sur le pays et des cartes géographiques, etc. Et donc, chaque jeune choisissait le thème qu'il voulait étudier, les pays qu'il voulait étudier, puis moi, comme enseignant, je passais mon enseignement à travers ces travaux-là que les jeunes faisaient. Donc, l'enseignement important, c'est français, mathématiques pour moi. Je connais mon programme, il fallait que je l'enseigne. Donc, dans la période X de 3 mois avant un examen, ben, je savais quelle partie du programme il fallait que j'enseigne et quelle partie du programme les enfants avaient dû apprendre dans les années précédentes. Et je basais mon approche, mon action auprès des jeunes sur ce programme-là, sur ce qu'ils devaient apprendre. J'enseignais pas.
à un point tel que mon directeur d'école, comme j'étais nouveau dans l'enseignement, j'étais peut-être plus surveillé que les autres. Il y avait dans les portes de classe, il y avait des carreaux, une fenêtre. Et mon directeur passait, puis il regardait, puis il voyait que les élèves étaient debout, marchaient dans la classe, parlaient et tout. Il me fait venir à son bureau me demandant, mais tu enseignes pas? Quand est-ce que tu commences à enseigner? Ben, j'ai dit, j'enseigne, mais d'une autre façon. J'ai dit, moi, je vous invite à venir dans ma classe n'importe quand. Vous entrez, vous n'avez même pas besoin de frapper. Et vous aviez demandé l'accord à tous les parents alors avant de lancer ce projet, hein, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Aux enfants? Qui vous a donné en Les, fait les le feu vert? les enfants. Moi je suis enseignant, j'ai une matière à enseigner. Ce qui est important, c'est que je passe ma matière dans la période que le gouvernement du Québec veut que je la passe, c'est tout. Le restant, mon approche, ça regarde personne d'autre que moi-même. À l'époque, aujourd'hui, je crois que c'est différent. Et même au Québec, il y a des choses qui se sont de beaucoup resserrées, malheureusement. Mais les parents, ça n'a pas été long, hein. Ça a pris 2 jours, 3 jours, où déjà des parents me téléphonaient pour me dire 2 choses. La première, merci, mon enfant aime enfin aller à l'école. Deuxième chose, vous donnez trop de devoirs à la maison, trop de travail à la maison. Mon enfant, il ne peut plus aller se coucher tellement il y a du travail. Or, moi, je n'ai jamais donné de devoirs à la maison quand j'étais enseignant. Je ne crois pas aux devoirs à la maison. Ça n'avance pas. Ça ne nous permet pas plus aux parents de savoir où est rendu son enfant. Et c'est des choses qui sont là. C'est une habitude qu'on a prise à travers les années. Et on a oublié que le monde évolue, puis ça n'a comme pas évolué. Donc, je ne donnais pas de devoirs à la maison, puis les enfants s'en donnaient, eux, des devoirs à la maison, promettaient à leurs copains, copines à l'école, j'ai telle information chez moi, tel bouquin, telle encyclopédie, etc. Je vais demain apporter l'information dont on a besoin à l'école pour continuer notre travail ensemble. Donc, ils se donnaient trop de travail et à la maison, ben, ils voulaient absolument répondre à ce qu'ils avaient promis aux copains, copines à l'école. Donc, j'ai fait des rencontres de parents et des rencontres de jeunes de ma classe pour leur dire, quand papa, maman vous dit dodo, c'est dodo. On va se coucher, c'est tout. Le restant, on s'organise le lendemain matin à l'école. Donc, finalement, tout au long de l'année, vous leur avez... on se tutoyait, donc on va continuer à se tutoyer. Ah, bien sûr. Tu leur avais appris les différentes matières qui étaient au programme. À travers ce projet-là, vous aviez même construit des maquettes. Et quel résultat tu as obtenu à la fin de ce programme, en fait, et comment ça s'est passé les années suivantes? Oui, la maquette, c'est que l'organisation de l'Expo 67 nous avait envoyé le plan du site pour voir que ceux qui connaissent Montréal savent il y a l'île Sainte-Hélène au sud de Montréal, là, sur le fleuve Saint-Laurent qui s'en va vers les Grands Lacs. Il y a l'île Sainte-Hélène, puis on a construit une île à côté pour l'Expo. On a construit l'île Notre-Dame. Donc, il y avait 2 îles, le fleuve Saint-Laurent, donc, qui passe de chaque côté, ce sont des îles, et vous avez Montréal qui est au fond, et ça donnait un plan extraordinaire. Donc, avec le professeur d'art plastique, qui est un autre enseignant qui intervenait auprès de mes élèves, bien, on a fabriqué la maquette. Donc, il y a même des parents qui sont venus nous aider parce qu'il fallait utiliser certains outils. À un moment donné, on a fabriqué ça en bois. Puis, on avait besoin d'outils que les enfants n'étaient pas capables de manipuler ou c'était trop dangereux pour être manipulé. Donc, il y a des parents qui sont venus nous aider. Et ça, c'est pour la maquette, mais ça nous a permis de refaire le site de l'expo, donc de le dessiner à l'échelle. Donc, la maquette avait une dimension, l'expo dans sa réalité est dans une autre dimension réelle. Et on a calculé, pour 5e année du primaire, des jeunes de 9 ans, 10 ans, être capable de calculer, de savoir que ce verre-ci, dans sa grandeur réelle, je peux le reproduire en plus grand ou en plus gros, mais toujours dans la même dimension
c'est-à-dire en respectant les dimensions de cette nouvelle échelle-là, cette nouvelle graduation dans l'échelle. Et c'est drôle parce que c'est pas dans le programme, c'est même, je pense, même pas dans les programmes scolaires. Et les jeunes ont appris ça comme ça parce qu'ils avaient l'intérêt de l'apprendre, parce qu'ils voulaient le comprendre, parce qu'on avait une maquette à réaliser. Et il fallait découper dans des blocs de bois les petits pavillons qui étaient pour être sur le vrai terrain à l'expo là-bas. Et nous, on le reproduisait en beaucoup plus petit dans la classe, à l'école. Donc, il fallait comprendre pourquoi on peut pas rentrer la grosse bâtisse dans l'école, c'est impossible. Donc, on comprenait que la petite bâtisse, le petit bloc, ben ça représentait bien à l'échelle, selon la grandeur de l'île sur laquelle on l'implantait. Alors, c'est une expérience extraordinaire qui démontre que quand tu as un intérêt pour apprendre quelque chose, tu l'apprends, quelle que soit la difficulté que ça puisse représenter. Et tu me poses la question par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé une fois l'année scolaire passée? On est allé à l'expo, bien sûr. Et je dois dire que nous, on était dans un bus scolaire, un autobus scolaire, qu'on allait à Montréal, 250 kilomètres. Et les parents, il y avait un nombre de parents qui venaient nous accompagner sur le terrain là-bas. Et les parents étaient tellement intéressés au projet, se sont tellement intéressés à notre programme durant l'année, etc., qu'ils sont presque tous venus, même s'ils n'étaient pas impliqués avec des groupes d'élèves. Je crois que nous avions une parade de voitures qui suivaient l'autobus sur l'autoroute entre Québec et Montréal. C'était toute beauté de voir ça. Et les parents, il n'y avait pas de téléphone portable encore là à l'époque. On ne pouvait pas se communiquer comme ça. Je suis à tel endroit ou à tel endroit. Il y a des parents qui avaient apporté des radios, des petits radios de communication à distance courte, là. On appelait ça au Québec des walkie-talkies à l'époque. Et il y a des parents qui avaient apporté ça pour être sûr d'être capable de communiquer avec d'autres parents, etc. C'était drôle, c'était plaisant, mais juste pour montrer qu'un projet scolaire peut devenir quelque chose d'important qui ramène les jeunes ensemble, qui ramène les parents auprès des jeunes et qui fait en sorte qu'on a tous un intérêt commun. Et pour mes jeunes qui étaient dans une école dite régulière, normale, il n'y avait rien de normal dans ce qu'on faisait. Et même pour le fait que des parents viennent à l'école n'importe quand dans la journée, ils étaient invités. Moi, j'avais dit aux parents, vous venez quand vous voulez, vous n'avez même pas besoin de téléphoner avant pour annoncer votre présence. Vous venez. J'ai rien à cacher. Et les parents arrivaient et entraient dans la classe, puis ils venaient s'asseoir. Puis c'était convenu que les parents ne venaient pas intervenir, qu'ils venaient juste s'asseoir, regarder, observer, puis s'ils pouvaient aider, si leurs jeunes demandaient, si les jeunes demandaient une aide de la part des parents, ben ils pouvaient l'offrir. Donc, les parents venaient régulièrement. Tous les jours, j'avais des parents qui venaient dans ma classe. Donc, j'étais pas tout seul à enseigner à ces jeunes-là. Et les années suivantes, on a fait la même chose, mais sur des projets plus petits, bien sûr. En tout cas, ça a porté ses fruits. Ben, à un point tel que un jour, plusieurs années, beaucoup d'années plus tard, je rencontre un hasard dans une banque, une dame qui me dit « Bonjour, Monsieur Sanson ». J'ai dit « Oups, on se connaît ?» Elle dit « Oui ». Elle dit « Vous m'avez enseigné à telle école en 5e année et j'ai fait 3 ans avec vous, etc. » Puis elle dit « Ce furent les meilleures années de ma vie. Ces 3 années-là que j'ai passées avec vous. Ça m'a vraiment aidé à me développer, etc. » Et toute l'affaire, elle dit « Jamais je vais vous oublier. » Puis sur le fait, quand elle me dit « Est-ce que vous me reconnaissez? » Je la reconnaissais, mais incapable de dire un nom. Elle m'a juste dit son prénom. J'ai tout de suite dit le nom de famille. J'ai dit, c'est bien toi, ça. Et voyez-vous, c'est une récompense énorme de te faire dire ça quand tu as enseigné à des jeunes, puis que tu les rencontres adultes, puis qu'ils te disent, ils te témoignent que ce que tu as fait auprès d'eux, ça a été important dans leur vie. C'est magnifique, on est là pour ça. C'est un très bel exemple personnel, je te remercie de l'avoir partagé. On dit qu'il y a besoin de changement. Donc avant de parler des solutions, quels sont selon toi les points qui ne sont pas adaptés
aux jeunes ou à l'enfant aujourd'hui? Récemment, Une société tout entière, puisque oui, finalement puis c'est c'est pas relié. seulement, écoute, j'ai fait des conférences. Mon premier livre, Vers la Nouvelle Terre, m'a permis de faire des conférences un peu partout, comme tu le soulignais tout à l'heure. Et je parlais des enfants d'aujourd'hui, des nouveaux enfants. Et les gens me disaient, oui, c'est vrai ce que vous dites, et on le remarque et tout, mais ça va pas dans nos écoles, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est partout. Hein. J'ai fait des conférences aux États-Unis, en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, au Nouveau-Brunswick, ici au Canada. Partout, c'était la même réaction des gens. Les écoles, ça va pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand on parle à des gens en particulier, ah ben moi, mes enfants, ça va. Vous êtes certain que ça va? Oh oui, ça va bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça va bien. Ben, ils réussissent les examens. Ah, ils réussissent les examens. Mais ça veut rien dire, réussir les examens. Ça veut dire qu'ils étaient sur la même longueur d'onde que celui qui a écrit l'examen. Il a appris la même chose par pur hasard. Il a été capable d'apprendre la même chose. Ce que l'examinateur croyait important, votre enfant l'a appris. Mais si votre enfant avait appris d'autres choses, mieux encore, puis que l'examinateur, lui, n'a pas pensé que c'était important, ben, il n'aurait peut-être pas passé son examen. Mais ça, les gens ne le voient pas. L'évaluation, c'est quelque chose d'important que je souligne dans l'école en péril. Mais le problème qu'on a dans notre monde actuel, c'est que les adultes s'imaginent avoir réussi à l'école qu'ils ont connue. Je répète, les adultes s'imaginent avoir réussi à l'école qu'ils ont connue. Dans mon temps, c'était beaucoup mieux. Il faut revenir aux vieilles méthodes. Les nouvelles méthodes ne fonctionnent pas. Ah oui? Est-ce que vous voulez retourner au cheval et à la calèche? Non, c'était pourtant des vieilles méthodes qui réussissaient à l'époque pour nous transporter. Est-ce que vous voulez tous qu'on retourne là? C'est ça que vous dites quand vous dites qu'il faut retourner aux vieilles méthodes dans l'enseignement. Récemment, je mettais sur ma page Facebook 2 photos. Une photo d'une classe dans une école en l'an 1900 et 2016. Imaginez 2 photos, là, une classe. Quelle est la différence? Pas grand-chose. La première différence, la couleur. L'autre, une est en noir et blanc, puis l'autre est en couleur. Deuxième différence, le tableau électronique. Vous savez, ces beaux grands ordinateurs qui viennent remplacer, un peu comme une télé écran géant, là, qui viennent remplacer les tableaux où on écrivait avec de la craie et qui sont interactifs, qui sont souvent connectés sur l'Internet et tout. Sauf qu'on continue à enseigner avec ces tableaux-là de la même façon qu'on enseignait avec le tableau noir et la craie. Ça n'a pas changé. Il y a toujours un enseignant, une enseignante qui est en avant de la classe et qui continue à enseigner aux enfants, à leur montrer, c'est moi qui ai la connaissance, je vous la transmets. Ça ne change rien, ça. Les sièges, les bancs, les pupitres dans la classe sont toujours en rang. Nous, ici au Québec, on appelle ça des rangs d'oignons. sont en rang, tout bien rangés. Et c'est la même chose sur les 2 photos. Elle a beau être moderne, les bancs, les bureaux sont toujours placés de la même façon. Ça veut dire que l'approche pédagogique pour enseigner, elle, n'a pas changé. Depuis plus d'un siècle? Depuis plus d'un siècle, oui. On a fondé l'école à l'époque de début de l'ère industrielle, où il fallait que les gens qui rentrent dans l'industrie sachent lire, puis écrire, compter. C'était ça la base. Donc, il fallait qu'en sortant d'école, on sache ça. Donc, on leur montrait lire, écrire, compter. Point. Ceux qui étaient capables, parce qu'il y en a qui n'étaient pas capables parce qu'ils étaient distraits, etc. On a commencé à enseigner à ce moment-là. Maintenant, on continue à enseigner, j'appelle ça instruire. On continue à instruire, alors que il y a des moyens de s'instruire beaucoup plus performants et beaucoup plus rapides et beaucoup plus disponibles maintenant, à cause de l'Internet, à cause de l'ordinateur, puis de tous ces petits outils électroniques qu'on a dans nos mains. Écoutez, le petit téléphone qui est ici, il est tout petit, hein? C'est plus fort, ça,
que le plus gros ordinateur IBM d'il y a 30 ans. Puis l'ordinateur IBM d'il y a 30 ans, il prenait un espace d'une salle de réunion, d'un auditorium. Voyez-vous? Donc, vous trouvez que les nouvelles technologies sont un outil favorable et qu'on devrait plus intégrer dans les apprentissages? Absolument. Avez-vous remarqué de quelle façon les jeunes maîtrisent cette technologie-là? Dans le livre, je raconte des anecdotes familiales qui me sont arrivées où mon petit-fils, à l'époque, un de mes petits-fils, à l'époque, il avait 3 ans et l'ordinateur était sur le comptoir dans la cuisine. J'étais chez lui et chez mon fils et il ouvre l'écran de l'ordinateur pour ouvrir l'ordinateur. Je viens pour peser sur le bouton pour démarrer l'ordinateur à sa place. Et non, il fallait pas que grand-papa fasse ça. Hein. Le petit gars, il a poussé ma main et il dit « Je suis capable ». Il a pesé sur le bouton. Alors là, j'ai compris qu'il fallait pas que j'intervienne. Il a ouvert l'ordinateur et tout. Il est allé lui-même chercher le site Internet qu'il voulait regarder, un site pour enfants. Et voilà, je l'ai regardé faire et il a fait ça à 3 ans. Là. Il n'avait pas suivi de cours à l'école encore, là, OK? Puis il était capable d'ouvrir ça. Il a juste observé, c'est tout, puis il savait. Et aujourd'hui, ben, il joue des jeux vidéo, comme tous les jeunes. Et avez-vous essayé, vous, comme adulte qui critiquez les enfants qui jouent des jeux vidéo, vous dites « Ah, ça n'a pas de bon sens, des pertes de temps, etc. » Oui, essayez. Essayez de jouer avec votre enfant ou avec votre petit-fils, votre petite-fille. Vous allez voir. Ils vont vous donner une leçon. Une leçon de dextérité manuelle, de dextérité intellectuelle. Ils sont capables de prévoir les mouvements. Ils sont capables de... C'est incroyable le développement qui ressort de ces jeux-là. Mais, comme dans toute chose dans la vie, il ne faut pas passer son temps là-dessus. Il y a d'autres choses à faire dans la vie aussi. L'exagération est toujours le mauvais côté de la chose, mais ça ne veut pas dire que la chose en elle-même soit mauvaise. Au contraire. Je pense qu'à l'école, il faut les utiliser. Dans le livre « L'école en péril », je donne des exemples d'enseignants, d'enseignantes qui utilisent encore, qui ont commencé ça, utiliser les tablettes électroniques en classe pour lire ou pour faire lire aux jeunes au lieu d'un livre papier. Et ça fonctionne énormément mieux parce que vous avez déjà lu sur une tablette électronique, c'est lumineux, c'est superbe. Vous pouvez même avoir immédiatement accès selon si c'est un bouquin qui a été construit pour l'électronique. Vous avez même des liens qui vous permettent d'aller voir les lieux dont on parle. Donc, automatiquement, vous tombez sur un site comme Google Maps ou autre. Je ne veux pas faire de publicité, là, mais je pense qu'on n'a pas besoin de publicité pour cette compagnie-là. Et vous allez tomber exactement où le personnage dans le film... Dans le bouquin, pardon, se déplace et tout. Et donc, c'est différent d'un livre papier. Je me souviens de mon éditeur actuel, les éditions Cartes, qui est aussi Dauphin Blanc, qui me dit, ouais, il dit, quand j'ai lu cette partie-là de ton livre, il dit, ça m'a comme fait peur. Il dit, est-ce que ça veut dire que les éditeurs vont disparaître après avec ce que tu sembles dire? J'ai dit non, au contraire. J'ai dit, on veut que les jeunes s'intéressent à la lecture, donc on les fait lire sur des supports qu'ils aiment. Donc l'électronique, actuellement, c'est un support que les jeunes adorent. Donc pourquoi ne pas les faire lire sur ces supports-là? Mais le jour où ils savent lire, où ils ont pris le goût de lire, où ils ont cet intérêt à lire, ils vont certainement prendre un livre en papier puis se faire un plaisir de lire le livre en papier aussi. Ça ne veut pas dire que le livre en papier, au contraire, ça peut même accélérer l'utilisation du livre en papier parce qu'actuellement, si on se fie à la capacité de lecture des jeunes, 5% des jeunes lisent un livre qui n'est pas obligatoire à l'école quand il est en papier. Puis quand il est électronique, c'est 30%. Donc, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a, même si c'est pas obligatoire, on veut lire, on accepte de lire sur l'électronique beaucoup plus que sur le papier. Donc ça expliquerait aussi peut-être une perte de motivation parce que l'information va tellement vite, ils sont toujours en interaction avec ces nouveaux moyens de communication et donc la manière dont on leur apprend à l'école peut être barbante, je sais pas. Oui, totalement. Est-ce que tu défends
aussi l'idée de remettre l'enseignement un peu en, j'imagine, en volume, en 3 dimensions, c'est-à-dire connecté à la vie réelle de l'être, en fait, et pour qu'il trouve plus facilement ensuite sa place dans la société. Oui, je souhaite ardemment que on sorte de nos façons de faire qui est de dire je suis l'enseignant, je suis l'enseignante et moi je donne l'information, et d'aller vers la façon de faire qui est je suis une personne ressource pour les jeunes qui me sont confiés dans ma classe ou dans mes classes, parce que une personne qui est spécialiste peut faire plusieurs groupes. Donc, je suis une personne ressource et ces jeunes-là choisissent ce qu'ils veulent apprendre et je suis un guide pour les aider à aller chercher la bonne information où elle se trouve. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne sais rien et que je ne suis pas capable de leur donner moi aussi un peu d'information, mais je ne suis qu'un guide. Et quand le jeune décide par lui-même ce qu'il veut apprendre, ben il l'apprend. Quand on l'oblige à apprendre, il n'apprend pas. S'il n'est pas intéressé, il ne l'apprendra pas. Il va peut-être apprendre suffisamment pour passer un examen, mais le lendemain matin, le lendemain de l'examen, c'est oublié.